Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve pour mon déballage du dimanche avec un très gros jeu. On parle ici de Too Many Bones qui arrive en français grâce à Lucky Dog Games. 29 juin sur Game on Tabletop. Alors, on regarde le contenu de la boîte qui vous sera proposée. Alors, Too Many Bones en français. Le déballage, c'est parti. J'imagine que vous êtes très curieux. Alors, c'est le temps donc de regarder ce qui sera disponible lors de la campagne de Too Many Bones. Donc, très bonne nouvelle. Lucky Dog Game s'est entendu avec la compagnie Chip Theory Games pour nous rendre accessible en français un beau bijou ludique. C'est un jeu qui est classé dans le top 50 sur BGG, qui a toujours eu une bonne réputation. Qui nécessitait quand même un bon degré d'anglais puisqu'il y avait beaucoup de matériel avec beaucoup de texte à l'intérieur. Alors, très heureux d'avoir la nouvelle, de vous partager ça. Donc, Too Many Bones qui arrive en français. Donc, c'est sur Game on Tabletop, 29 juin. Alors, c'est sûr que ce sera un jeu qui est quand même assez dispendieux puisqu'il y a beaucoup de matériel. Mais vous allez voir, ça vaut la peine puisque c'est vraiment tout de haute qualité qu'est-ce qui est proposé par la compagnie Chip Theory Games. Alors, sans plus tarder, on va attaquer cette grosse boîte-ci. En même temps, bon, ça me permet d'échanger avec vous. Alors, on a ici la version 3.0 du jeu, parce que le jeu est suite à une campagne de socio-financement. Ça a évolué dans le temps, et donc c'est celle-ci qui sera disponible lors de la campagne en français. Alors, ce que j'ai ici, c'est évidemment le jeu en anglais, mais ça se trouve exactement qu'est-ce que vous allez recevoir durant la campagne. On va regarder ça ensemble. Alors, c'est un Dice Building Role-Playing Game. Donc, c'est un jeu de construction de personnages avec des dés. Et on va comme ça avoir une aventure pour aller combattre des tyrans. On va incarner des Gearlock, qui sont des espèces de créatures fantasy, un peu également steampunk, dans un univers complètement réinventé. Et donc, c'est la conception des frères Adam Carlson et Josh Carlson. Et bien sûr, c'est les créateurs de la compagnie Chip Theory Games. Donc, si on regarde ici, c'est de 1 à 4 joueurs ou 1 à 4 Gearlock, 12 ans et plus, 60 à 90 minutes par partie. C'est beaucoup plus que ça, puisque c'est des différentes aventures qu'on va jouer. La map est quand même relativement petite. On a donc des plateaux de personnages, un plateau de combat qui va permettre donc d'activer nos différents jetons. Et on va avoir des dés personnalisés. Et tout ça donc est magnifiquement produit. Au niveau de la production, vous allez voir, c'est très bien. Ça, là, le Seal of Excellence de Dice Tower, c'est mérité. Même chose pour Men vs Meeple. Et je peux vous dire que c'est également celui de la Société des Jeux et de la zone jeux de société, puisque je ferai un spécial sur notre podcast de l'autre côté du plateau, en compagnie de Martin Lafrenière, qui est vraiment un mordu de cette compagnie-ci. Donc c'est lui qui m'a introduit à la gamme de Chip Theory Games. J'ai derrière moi ici Cloudspire que j'ai contribué ensuite. Des extensions ici de Too Many Bones, le Slice and Dice, le Undertow. Bref, c'est tous d'excellents jeux. Alors, je pense qu'on va arrêter de parler. On va ouvrir cette magnifique boîte-là. C'est une boîte qui est bien garnie. Elle est effectivement même très bien scellée. Alors, on regarde ça ensemble. C'est parti. Alors, voici donc la boîte. C'est un format qui est assez gigantesque, belle épaisseur, mais surtout très pesant. Il y a beaucoup de matériel à l'intérieur. Vous allez voir que c'est une boîte qui est quand même dispendieuse, mais qui a du matériel de qualité. Alors, on a ici les magnifiques trays. Donc, comme je l'ai dit, c'est un jeu de dés. C'est de l'impression thermo-fusionnée, ou je ne sais pas c'est quoi le terme exact en français, mais c'est tous de très haute qualité. Chaque Gearlock, chaque personnage a une construction de dés qui lui sont propres. Donc, c'est tous des dés qui sont personnalisés pour chacun des personnages. On a énormément de matériel. Donc ici, j'ai un petit livre qui va vous montrer donc les différents jeux qui sont disponibles. Donc, on commence en français avec le fameux
Too Many Bones, et on verra selon la réception de la communauté francophone si on va avec d'autres choses, puisqu'il y a l'excellent Cloudspire qui est disponible. Il y a plus un Tower Defense dans celui-là. Undertow, c'est une extension, mais c'est un standalone de Too Many Bones. Il y a différentes extensions qui vont rajouter des baddies qu'on va appeler, puisque c'est des personnages donc qu'on va combattre, c'est des méchants. Et au bout de ça, il y a des big boss qui dans ce jeu-ci sont des tyrans. Alors, c'est des personnages donc on va se préparer à atteindre ce personnage-ci et le combattre. On a ici le Adventure Map 2.0 qui a une valeur donc de plus d'une vingtaine de dollars US, et c'est une map en néoprène qui va représenter le fameux trajet. Donc on va avoir une série d'aventures à faire selon le nombre de journées, et ça sera disponible gratuitement lors de la campagne. Donc il y aura la boîte qui est ici et cette fameuse map là qui nous permet donc de faire la progression de nos journées. Sachez que ça sera disponible durant la campagne. Donc ici j'ai le Trove Chess, le Cloudspire, bref, tous les jeux qui seront disponibles. Alors, seulement pour votre information. On a ici le Rulebook 2.1. Et on regarde même la qualité du Rulebook. Tout comme le reste des composantes, c'est de bonne qualité. Donc, on a ici, comme je disais, il y a beaucoup d'histoires. Et l'anglais n'est pas nécessairement facile avec ce jeu-ci. Donc, c'est l'anglais un petit peu plus poussé. De sorte que c'est une très bonne nouvelle de l'avoir en français. Donc, on a ici les notes de l'auteur. On a une petite notice, table des matières avec les numéros de page, tous les composantes du jeu. Donc on a nos 4 Gear Lock, c'est 4 personnages asymétriques complètement. C'est le genre de jeu où on va vouloir jouer beaucoup de parties avec le même personnage pour apprendre à le connaître, approfondir le personnage et comme ça rejouer avec un autre personnage éventuellement. C'est un coopératif, donc il peut se jouer en solo et jusqu'à 4 joueurs. Alors ça vaut la peine d'investir un peu de temps dans plusieurs parties dans le même personnage et éventuellement changer. On va avoir donc des baddies. Donc, il y a des baddies qui ont 1 point, 5 points et 20 points. C'est donc les monstres qu'on va devoir affronter durant nos différentes journées. Et ils ont tous des attributs très différents. La particularité de ce jeu-ci, c'est que c'est des chips de poker. Donc, tous les personnages sont en petits chips de poker. On vous montrera. Et sous ces chips-là, on va mettre des points de vie. Donc, ça va faire des piles. Et plus la pile est élevée, plus il y a de points de vie. Alors, visuellement, c'est très facile à se retrouver sur un plateau. On sait les forces en présence. Alors, ça se passe très bien. Par contre, comme toute l'information est seulement sur une petite rondelle comme ça de plastique, ça nécessite d'avoir les fameuses fiches de référence. Alors, on va avoir de grandes feuilles dans lesquelles il va y avoir tous les mots-clés, puisque ça fonctionne beaucoup avec des mots-clés. On a donc des rencontres spéciales, des rencontres générales, 12 cartes en solo, 12 tyrans, donc des rencontres de tyrans. On a des loots, qui sont des cartes qui vont nous permettre donc d'aller prendre des pièces d'équipement ou des possibilités de relancer des dés. Ensuite, on a les True Loot qui sont plus puissants, plus intéressants. Et là, il y a une belle mécanique ici de débarrer un coffre-fort, si on veut, pour pouvoir atteindre le True Loot. Ensuite, on a donc la cover card, le Day Carter, donc les rencontres de chaque jour. On a ici les 7 tyrans, qui sont les cartes, les chips et les dice. Donc, c'est 7 aventures qu'on va pouvoir faire. Donc, 7 buts ultimes, ce qui va faire une belle rejouabilité puisque les rencontres ne seront jamais dans le même ordre. Les tyrans vont devoir être confrontés selon leurs propres cartes, mais également une combinaison qui ne seront jamais les mêmes. Donc, c'est quand même bien au niveau rejouabilité. C'est le genre de jeu qu'on va y retourner régulièrement pour essayer de gagner parce que c'est pas un jeu nécessairement facile. Donc, on a ici la mise en place. Donc, qu'est-ce qui est une rencontre, un loot, un baddie, on nous explique tout ça. On voit qu'il y a quand même passablement de texte, ce qui fait que c'est assez intéressant donc d'avoir tout ça en français. Donc, la rencontre, les rewards, donc les récompenses. On a ici comment lire le Gear Lock. Donc, on a un exemple. On va avoir des emplacements pour mettre nos dés actifs et nos dés lockés, donc des dés qui sont barrés. Et ici, c'est notre arbre de personnalisation, si on veut. C'est là qu'on va débloquer des dés et qu'on va éventuellement donc aller faire des compétences spécifiques. Et tout ça fonctionne avec un système de prérequis. Donc, on a des flèches qui vont nous diriger. Donc, dans une partie, on ne réussira jamais à tout débloquer notre Gear Lock. On va devoir donc réessayer des parties pour voir quel type d'orientation on va lui donner d'une partie à l'autre. Alors, c'est assez intéressant.
Donc on va avoir des statistiques avec des points de vie, des points de dextérité, des points d'attaque, de la défense. Et on va avoir des défenses, des attaques à distance, à mêlée et combinées également. Alors on a ça ici. Chacun des personnages, comme je vous ai dit, sont très asymétriques. Donc on a des points de vie de base, de dextérité de base, des attaques de base et de défense de base qui vont être différents d'un personnage à l'autre. Et on va pouvoir ajouter des dés pour bonifier ces statistiques-là. Donc ça, c'est lorsqu'on va prendre des points d'expérience qu'on va réussir. C'est essentiellement lorsqu'on va avoir des rencontres. À chaque jour, on va avoir des choix à faire. Et si on prend plus ou moins des choix faciles ou difficiles, on va avoir plus ou moins des récompenses. Tout ça dans le but de monter notre personnage pour atteindre le fameux tyran à la fin et remporter la partie. Alors, les explications ici des chips de baddie, donc les monstres contre qui on va avoir. Donc, on va avoir des trolls, des orcs, des scales ou des personnages à écailles, des gobelins, des bugs et des beasts. Alors, c'est tous des types de créatures qu'on va pouvoir rencontrer, mais eux-mêmes ont ici différents attributs. Une attaque à distance, c'est un personnage à écailles, ils ont aussi des mots-clés, donc Weaken, Engulf, un dragon, ensuite des points de défense, des points d'attaque. Donc, c'est beaucoup d'informations seulement sur une petite tuile comme ça, ce qui fait que la feuille de référence est comme très utile et très importante dans le jeu. Ensuite, on va avoir les tyrans, donc qui est le personnage final qu'on va rencontrer si jamais on se rend jusque-là vivant. Ils vont avoir des cartes spécifiques à eux et qui vont aussi changer d'une partie à l'autre. Ici, on a ce qu'on appelle le playmat, donc dans lequel on va attaquer. Il y a des icônes avec des attaques de mêlée et d'autres qu'on peut faire des attaques à distance. Alors, la map, comme vous voyez, elle est très, très, très serrée. Et on va devoir donc user de stratégie pour se positionner sur cette map-ci et combattre. Pas beaucoup d'échappatoires, on ne peut pas vraiment se camoufler. Alors l'ordre de tour est très important et tout ça est déterminé ici avec l'initiative. Donc on va brasser les dés et selon le résultat obtenu, ça va déterminer donc l'ordre de tour et des baddies et de nos gearlocks à nous. Donc c'est important aussi de modifier nos statistiques peut-être pour essayer d'être plus en avant sur l'initiative. Des fois ça fait la différence. Alors, les Battle Turns, donc comment tout ça fonctionne, la résolution des tours avec les dés. On a ici, même chose, donc qu'est-ce qui arrive si on est KO. Comment on fait pour les True Loot, donc trouver les fameux coffres et les débarrer. On voit ici qu'il y a des codes à obtenir, donc on va avoir un système qui peut prendre plus qu'un tour pour essayer de débarrer le coffre. Ça, je trouve ça très fun, c'est comme un mini-jeu à l'intérieur du jeu. Et tout ça, c'est entre les parties. Ensuite, donc les points de progression. On peut effectivement y aller en différents types de modes, donc aventurier, héroïque et légendaire. Donc c'est des configurations de départ au début qui vont soit nous rendre la partie plus facile ou plus difficile. Je vous conseille de commencer au mode vraiment le plus simple, puisque c'est pas un jeu qui est nécessairement facile, mais comme ici on va commencer avec 2 Gearlock HP stats de supplémentaires au D1. On va gagner un point d'entraînement. Et on va voir comme ça que certaines habiletés. Ensuite, on a ici Live Battle. Donc, ça aussi, c'est intéressant. C'est comme une description. Donc, un jour 1, un jour 2, un jour 3. Et qu'est-ce qui se passe. Donc, une simulation, si on veut, de combat. Alors, c'est important à lire juste pour se faire une idée comment tout ça fonctionne. Sachez que j'ai fait déjà quelques parties en compagnie de mon ami Martin Lafrenière. Donc, je mettrai en lien à la description la possibilité d'aller voir notre légendaire partie de Too Many Bones. On m'en parle encore et je pense qu'on va devoir y retourner parce que je vous laisse découvrir par vous-même. Alors, les thèmes techniques ici, qu'est-ce qu'on a donc comme référence? Les Unit Explain, donc les baddies, les tyrans, le nombre de points, ce qu'on appelle le party, donc c'est les membres de l'expédition, les aventuriers. Il peut y avoir des gearlocks, mais on peut avoir également des alliés, donc qui vont nous aider. Et la fameuse table des matières ici qui va nous aider. Donc, beaucoup de contenu quand même pour le jeu. C'est une trentaine de pages, donc ça nécessite une bonne lecture. C'est quand même pas si complexe. Ce qui est complexe, c'est de retenir tous les thèmes qu'on va retrouver dans le jeu, parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors, on a ici donc les fameux trays avec les fameux dés. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais comme enlever ça ici. Et on va mettre ça de disponible ici. Donc, on a ça ici. On voit qu'il y a quand même pas mal de matériel. Donc, ça, on met ça de côté.
Alors ici, on a des trays de rangement. Donc chacun des personnages va avoir son propre tray comme ça, dans lequel on va mettre nos dés. Donc on en a ici présentement 4. Donc on a 4 personnages. Donc on va récupérer les dés pour chacun des personnages et on va se faire chacun notre propre tray comme ça. On a ici donc des dés noirs, qui sont des poisons, des trucs comme ça. Les modificateurs de statistiques de défense et d'attaque. Nos fameux decks de cartes. Et là, la particularité de ce jeu-ci, au niveau du matériel, donc tout est vraiment très durable. Donc c'est du plastique. On a ça ici. Toutes les cartes également sont en plastique. Il n'y a aucunement nécessité des slivés. Vous pouvez prendre votre boîte, peut-être à l'exception de la boîte de carton, là, mettre toutes les composantes dans l'eau, les sortir et ça va sortir intact de là. Donc, niveau durabilité, je pense que ça devrait être bon. J'ai ici un deck d'Encounter. Alors, je vais mettre ça de côté puis je vais peut-être vous en montrer quelques exemples après ça. Même chose ici avec ce qu'on a. Donc, le Prying Iron, donc c'est des pièces d'équipement. Alors, les Encounter Cards. Je mets ça de côté aussi pour vous faire un petit visuel rapide de ça. On a le fameux jeton ici pour suivre la progression de nos jours. Et nos fameux dés. Alors, les dés qui vont représenter les personnages. Donc, c'est notre dé d'initiative ici qu'on va brasser qui va déterminer l'ordre de tour. Donc, j'en ai un pour chacun des personnages. Donc, ici, un petit tray pour serrer tout ça. Et on a d'autres choses ici parce que c'est pas fini. Donc, magnifique insert. On a, c'est probablement ça qui a le plus évolué au cours des différentes versions du jeu. Et je pense que c'est ce qui est vraiment essentiel dans le jeu. Alors, c'est ces fameuses pistes-ci. Donc, chacun des personnages, comme sont asymétriques, vont avoir leur propre fiche. Donc, si j'ai la fiche de Boomer, on voit que c'est une difficulté de 2. Donc, c'est un personnage qui se joue quand même assez facilement. On peut quand même bien le jouer en solo. Alors, on a ici toutes les dés personnalisés du personnage. Donc, on peut avoir des éléments, casting, fuse, bomb counter, donc un compteur de bombes ici, avec toutes les différentes faces de notre personnage. Même chose ici, on peut aller, donc, scavenger, donc on va aller se faire une spécialisation pour aller trouver des items. On peut aller grenadier, donc spécialisation avec les bombes. Unit Bomber, ça c'est au niveau des bombes, puis ça c'est au niveau des grenades. Ensuite, j'ai Keen Eyes, qui est peut-être donc de certaines habilités spéciales au niveau du poison et des trucs comme ça. Et les consommables, donc les dents jaunes ici, c'est des dés qu'on va utiliser une seule fois, mais qui peuvent nous aider grandement. Donc une grenade, un type de bombe particulière. Donc lui, c'est vraiment un spécialiste de tout ce qui explose. C'est pour ça que je dis que c'est pas nécessairement un fantasy traditionnel, c'est plus un steampunk, puisqu'on a des trucs qu'on n'est pas habitué de voir donc, dans les jeux de société. Donc ici, avec ces fameux attributs-là. Toutes les Dice Icon Key, donc toutes les faces de dés qu'on va retrouver, ils vont nous les expliquer ici. Donc c'est important donc de jouer avec notre propre feuille de personnage et surtout d'apprendre à le découvrir. Et de l'autre côté ici, j'ai donc toutes les autres spécialisations. Donc j'ai les stats de début. J'ai l'innate, donc c'est tous les effets ici qu'on va avoir de particulier. Et on a vraiment donc des aides pour commencer à jouer avec. Donc qu'est-ce qui est plus facile à développer sur certains personnages que d'autres. Donc peut-être une suggestion de progression qui vont vous donner donc des possibilités de qu'est-ce qu'on devrait améliorer en premier avec ce personnage-là. Donc, c'est des hints, donc des propositions qui vont vous faire pour mieux développer. Un coup, vous avez bien saisi le personnage, je vais y aller dans le sens que vous allez, mais c'est intéressant quand même d'avoir, de ne pas partir dans tous les sens. Alors, il y a les Critical Bumper Detail, donc tous les détails par rapport à ses particularités à lui, qui ressemblent pas aux autres personnages. Et ici, c'est les effets des bones, puisque ça s'appelle Too Many Bones, et c'est pas pour rien, puisque chacun des personnages, donc, ils vont brasser des dés. Alors, on a ça ici. Donc, on vous a dit qu'on a des dés ici à brasser. Ça, c'est des dés. Certains dés vont être des statistiques qu'on va augmenter. On voit ici que ça, c'est des fléchettes probablement empoisonnées.
Alors, tout simplement comme ça. Mais j'ai des dés aussi qui vont avoir des bonds. Donc, lui, si je le brasse et je tombe avec un bond, c'est un échec. Alors, les dés avec des échecs, c'est pas souhaitable, mais dans ce jeu-là, on a une possibilité de rattrapage. Puisqu'on va avoir sur notre feuille de personnage la possibilité donc de mettre des dés manqués. Donc, et éventuellement, on va les enlever et on va débloquer une capacité spéciale. Donc, si j'en ai seulement un ici, j'ai un True HUD. Donc, ça me permet de faire un dommage sur un ennemi. Donc, même si je manque, je peux faire des dommages. Et si je les accumule, donc je peux les laisser là d'un tour à l'autre. Et je peux attendre d'en avoir un maximum de 6. À ce moment-là, je vais toutes les enlever. Et ici, ça me dit que je peux faire un upgrade de plus 1 gratuitement. Donc, c'est différentes possibilités comme ça pour mitiger donc les défaites. Ça, on aime ça quand on n'est pas doué avec les dés, puisque les jeux de dés, c'est quand même... ça fait rager quelquefois. Alors ici, j'ai un autre personnage qui s'appelle Patch, qui est difficulté de 1, donc c'est un des plus faciles à jouer. Par contre, en solo, on voit que, vu qu'il est facile, là, il est peut-être un peu difficile à jouer. Ben, il est un niveau 2, il est facile à jouer, mais je ne sais pas s'il va être efficace. Alors, même chose, toutes ces dés, on voit qu'il y a beaucoup de dés bleus dans celui-là, que l'autre n'avait pas du tout. Les mots-clés de ce personnage-ci, et c'est toute la même façon. Donc, les beginners build stats, comment commencer notre personnage, les possibilités d'avoir les détails. Et on voit dans lui ici, le 1 bond ne lui donne absolument rien. Donc, la première qu'on met là ne servira pas, mais le deuxième, ça me permet de heal, donc je peux me guérir. Alors, celui-là est peut-être plus axé sur les guérisons. Alors, j'ai Piquette ensuite. Alors, Piquette ici, donc Piquette, on voit qu'il y a une difficulté de 3 en coopératif et de 3 en solo, donc assez difficile à jouer dans les deux cas, mais ça fait pas des personnages moins intéressants pour autant, puisque généralement, c'est des personnages plus atypiques. Alors, même chose avec lui ici. On a différentes capacités. Qu'est-ce qu'on a de spécial avec lui? Donc, on voit que ce personnage, peut-être qu'il va être plus axé sur le combat. C'est un capitaine. On a toutes des possibilités. Un switch, un rush, une riposte. Alors, un personnage d'attaque. Même chose ici avec ses bonds, ses capacités. Donc, on voit que c'est une profession. C'est un capitaine, un héros, un protecteur, un warden. Alors, c'est peut-être notre tank, reste à voir. Non, je pense que c'est lui, Tantrum, qui est notre tank. Alors, ici, même chose. 4 en difficulté en coop et 3 en solo. Et Tantrum, qui est peut-être lui, on voit Rage. Donc, peut-être notre Berserker du groupe. Même chose ici, j'ai des dés oranges qui arrivent avec... il cherche le combat, celui-là. Mais il y a quand même beaucoup de faces avec des X. Donc, des échecs. Alors, il y en a qui n'ont plus que d'autres. Ça aussi, c'est à prendre en considération lorsqu'on commence à jouer. Et on voit par contre que je peux get angry. Donc, si je consomme un bond, je peux augmenter, donc activer ma rage. Donc, différentes possibilités. Ensuite, ici, j'ai le Adventure Reference Guide qui donc va nous donner un peu l'ordre des jours. Donc un jour, un nouveau encounter, si on a réussi, comment ça fonctionne. L'arbre est super bien détaillé ici, donc c'est assez intéressant pour savoir comment ça marche. Training point, puisqu'on va avoir des points d'entraînement qu'on va gagner en partie, c'est ce qui va nous permettre d'augmenter nos statistiques. Les icônes de rencontre, le hard, et encore ici, tous les fameux thèmes qu'on a ici, donc le bleed, le RD, le fly, donc le poison, le range, le stun, le surprise, c'est tous des items qu'on va retrouver, soit en symbole, soit en écriture, et ça nous dit qu'est-ce que c'est. C'est vraiment ça la feuille que vous allez probablement consulter plus souvent au début, parce que qu'est-ce que ça veut dire terrifié quand on a ce petit icône-là? Ben, on a un petit descriptif ici qui va quand même nous empêcher d'aller retourner dans les livres de règles. C'est essentiel dans les jeux, donc ça devrait d'ailleurs être présent dans tous les jeux. Je pense, c'est ce qui nous permet d'apprécier les jeux un peu plus complexes. Si on veut. Alors, si on retourne ici dans la boîte, on a nos fameux tapis. Alors, c'est des tapis de néoprène. Ça, c'est super bien. Alors, j'ai ça ici. Alors, voici les fameux tapis. Donc, c'est encore une fois de haute qualité, belle impression sur le niveau artistique et l'épaisseur est super belle. La première façon n'avait pas la fameuse bordure qui était ici. Ils l'ont ajouté parce que certains tapis s'efflochaient.
C'est donc suite au premier constat qu'ils ont fait cette modification-ci. Alors, on va regarder ça au niveau des personnages. Donc, j'ai Bomber ici, qui, on voit, il y a une grenade, c'est un grenadier, un scavenger, un utility bomber et un Knee Eyes. Donc, c'est les 3 spécialisations qu'on va pouvoir faire. C'est aussi les couleurs de dés. Donc, on voit ici ses points de départ. On voit que Patch a 5 points de vie. Lui, il en a 3. Donc, on commence avec des trucs différents. On a également ici des habilités de base différentes. On a ici la possibilité d'avoir nos dés actifs, lockés, et ici c'est nos fameux bones. Et on voit ici que même sous chacun des items, ils ont identifié qu'est-ce qu'on avait donc sur les personnages. Donc on avait ça ici. Donc en 1 c'est un True Odds et je l'ai directement ici. Donc on peut facilement s'y retrouver. Alors on va mettre un dé ici. Si je l'enlève, je l'active. Sinon ben, je continue et j'active, j'enlève tous les dés et j'active le plus loin sur la liste qui est ici. Donc, ça s'appelle le backup plant, un plan B donc si on a brassé des mauvais dés. Et ici, c'est la construction de notre personnage avec nos fameux dés. On va également avoir de l'emplacement pour mettre nos loots. Alors, on a ici, donc, j'ai Patches, Combat, Mode, ensuite Forester et Steam Stacker. Donc, on voit qu'il y a moins de compétences, moins de développement de dés, peut-être plus facile à jouer, effectivement. Et on voit que c'est le médic, donc avec des points de guérison. Si on joue à plusieurs, c'est toujours pratique d'en avoir un. Tantrum, qu'on a vu, qui est un peu notre Berserker, parce que la rage, il est la Fearless, donc il n'a pas peur de rien. Et la rage est assez claire ici. Alors, un personnage ici qu'on va jouer. Et celui-ci, peut-être un personnage défensif, avec ce qu'on avait dit peut-être notre tank, effectivement, on voit qu'il est équipé pour veiller tard, comme on dit ici. Alors, ça, c'est nos personnages. Et on a ici notre plateau de combat. Alors, c'est tout simple, ce n'est que ça. Alors, on a ici notre meter, on va mettre nos dés d'activation. Et nos personnages vont apparaître ici. Donc, on va avoir une zone de déploiement d'ennemis et une zone de déploiement de personnages. On va tout simplement arriver sur cette map-ci. Les opposants vont être à un certain endroit et souvent on va pouvoir attaquer donc soit à distance, soit en mêlée. C'est très petit comme map. Chaque map est un puzzle et tout ça va entrer en fonction lorsqu'on va voir arriver ces fameux baddies-là. Alors, c'est une construction qu'on va se faire au début de la partie qui va changer d'une fois à l'autre. Donc, on va avoir différents baddies ici. On voit ça. Donc, ils ont des points qu'on va être attribués. Et selon la complexité qu'on va choisir, on va y aller comme ça. On voit que c'est des pièces assez pesantes quand même. Donc, ceux-là sont plus standards. C'est les points de vie, si on veut. Et ici, donc ça, c'est tous les points de vie. Alors, voici nos fameuses chips de poker. Alors, on a ici le marqueur de tour, parce que c'est un jeu qui va jouer selon le tyran qu'on va choisir. Il va y avoir des parties courtes et des parties longues. Et ça va être le nombre de jours qu'on va prendre pour s'y rendre. Les parties courtes nous permettent peut-être d'accélérer le jeu, mais ne nous permettent pas de pleinement développer notre personnage. Alors, si vous avez le temps, c'est toujours préférable de faire des parties longues pour avoir plus de temps de préparation. Mais c'est le genre de jeu qu'on va peut-être commencer, pas finir dans une soirée, compléter plus tard. J'ai déjà fait des parties à 4 qui ont duré plus de 4 heures. Alors, sachez que ça peut être long, mais ça dépend aussi du temps que vous mettez dans votre stratégie de combat, parce qu'on y pense souvent. Alors, voici ma première pile de baddies ici. Donc, j'ai ça ici. On va tout simplement avoir donc des piles composées avec des chiffres, donc 1, 5 et 20. Et selon les cartes qu'on aura, on va devoir donc affronter des personnages. On va choisir des numéros comme ça qu'on va empiler, mais on ne saura pas c'est quoi qui va apparaître. Et selon l'aventure, on va les révéler le temps venu. Donc ici, j'ai le fameux troll en question. Donc on va avoir des statistiques. Donc lorsqu'il va arriver en jeu, on va tout simplement le positionner. Et on va y aller avec plusieurs informations utiles. Donc on voit qu'on a 5 points de vie, donc c'est la force de notre personnage. Donc on va tout simplement prendre comme ça 1, 2, 3, 4, 5. Et on va le positionner donc à l'emplacement qui va être choisi. Et on va le mettre comme ça sur la map en sachant qu'il y a 5 points de vie. Donc c'est le nombre de jetons rouges qu'on va mettre sous le personnage. Il va avoir 2 d'initiative, donc son dé va arriver ici en position avec un chiffre 2 de brassé, donc on va déjà savoir comment il va arriver sur le plateau. Il y a 3 d'attaque et 2 de défense, plus ses différentes caractéristiques.
Et là, à chaque fois qu'on va réussir à l'attaquer et qu'on va y enlever des points de vue, on va tout simplement comme ça descendre le personnage et il va descendre comme ça en niveau. Donc, il va arriver comme ça avec un chiffre 5 sur notre plateau ici. On va en avoir qui vont arriver sur différents. Donc, ça, c'est toutes des 5. J'ai toutes des 5 ici. Ça, c'est des 1. Et là, on va aller voir ici sur les tyrans. On va voir que c'est un peu plus gros que ça. Ok, donc on a nos différents jetons ici. Donc, c'est nos baddies. Donc, j'ai des baddies ici avec un chiffre de 1. C'est ceux qui vont être les plus faciles. Donc, on a ici un gobelin. 3 points de vie, 4 d'initiative. Il est peut-être plus rapide. Il y a seulement 1 d'attaque. Il n'y a pas de défense. Il y a peu d'attributs. Lorsque celui-ci arrive, donc, il va arriver avec seulement 3 points. Alors, on va mettre 3 jetons comme ça en dessous du personnage. Celui-ci, donc on a dit qu'il y en avait 5, parce que c'est en plus, bon, c'est pas parce qu'il est un niveau 5 qu'il va avoir 5 points de vie, ça peut varier d'un à l'autre. On a également ceux qui arrivent avec les 20, donc ceux qui sont plus forts. Alors ici, j'ai un drôle de personnage, peut-être mi-ours, mi-hibou. On voit qu'il y a 8 points de vie, donc à ce moment-là, il va arriver avec 8 jetons, donc il va arriver pas mal plus haut comme ça dans la piste. Et éventuellement, on aura nos fameux tyrans. Alors, les tyrans, eux autres, arrivent avec donc 9 points de vie dans ce cas ici, 9 dans lui. Donc, c'est un ocre ici, riding. Ils ont surtout beaucoup d'attributs, beaucoup de force, qui fait en sorte qu'on va devoir donc les affronter. C'est le personnage ultime qu'on va avoir à affronter dans le jeu. Alors, on voit que les forces en présence, c'est facile de voir au niveau des points de vie. Et lorsqu'on va les attaquer, ben nous, on va arriver avec nos personnages. Donc, on va avoir la même chose ici avec nos personnages à nous, qui vont arriver avec très peu de points de vie, voire presque pas. Ça peut pas arriver qu'on arrive juste avec un comme ça. Et on va devoir comme ça les attaquer. On va se déplacer sur la map. Et c'est donc, on va choisir notre adversaire, parce qu'on va attaquer donc adjacent ou en diagonale. Donc, je peux essayer de m'en aller ici, mais je sais que je vais avoir à subir des dégâts ici. C'est l'initiative qui va déterminer quand j'attaque. Je vais peut-être vouloir attaquer rapidement et sur le personnage donc qui va essayer de me faire le moins de dégâts par après en retour. Alors, c'est beaucoup de tactique, de stratégie de combat. Donc, chaque journée est un combat. Ou presque, parce que certaines fois dans les rencontres, c'est pas nécessairement tout le temps des combats, il y a des choses assez différentes qui peuvent arriver. Bref, on essaie comme ça de faire nos journées en passant différentes étapes et en regardant qu'est-ce qui va arriver. Et essayer de construire notre personnage pour essayer de battre le fameux tyran à la fin. Alors, tout ça, ça se joue avec des magnifiques chips de poker comme ça. Ça fait en sorte que c'est jamais tout à fait pareil, puisque on n'aura jamais les mêmes jetons qui vont apparaître en cours d'aventure. Et donc, tous les jetons noirs, c'est tous des types de personnages qu'on va rencontrer différents. Donc, ça fait en sorte quand même de faire une belle rejouabilité, parce qu'on n'aura jamais tout ça à rencontrer durant la partie. Alors, je vous propose peut-être, avant de terminer, de faire un petit survol de l'artistique, donc des vues rapprochées de certains items, juste pour vous donner une idée de la qualité des composantes des cartes. Puis, je vous reviens avec mon mot final.
Alors, vous avez vu quand même qu'il y a une bonne quantité de cartes. Donc, on a des loots et des true loot, donc des récompenses plus génériques que d'autres. Donc, certaines vont nécessiter donc de débloquer des coffres. Ça, c'est super intéressant. On a également un gros deck de Encounter, de rencontre. On passe une fraction de ce deck-ci lorsqu'on joue. Donc, on parle de 8 jours ou des trucs comme ça. Donc, on va peut-être prendre 8 cartes aléatoires dans ce parquet-là. Ce qui fait en sorte donc ça sera jamais pareil. Et chacune des cartes vont avoir des choix multiples. Et selon ce qu'on va faire comme choix, on va avoir des récompenses et des tournures d'événements différents. Ça ne sera pas toujours des combats, il peut y avoir des décisions différentes à prendre. Alors, c'est à nous de voir comment on va faire. Et également, on a la même chose avec nos fameux tyrans. Donc, les tyrans, on a des cartes de tyrans et des cartes d'encounter en lien avec les tyrans. Ça aussi, ça va être inséré dans le paquet et ça va changer. Il va y avoir donc la possibilité aussi de se préparer sur des rencontres avec les tyrans qui vont nous permettre de faire en sorte que notre rencontre finale sera plus facile ou plus difficile selon nos choix. Bref, il y a quand même une belle... je pense que c'est un jeu qui a énormément de rejouabilité. C'est ce jeu-ci dans lequel vous allez avoir suffisamment de difficultés au début que vous voulez rejouer. Le fait d'avoir 7 tyrans, d'avoir 4 gearlock, de mélanger tout ça et d'avoir énormément de baddies, donc de rencontres aussi différentes, fait en sorte qu'on va vouloir y revenir pour améliorer notre sort parce que on va apprendre à être bon à ce jeu-là, ce genre de jeu qu'on va vouloir jouer souvent pour améliorer donc notre compréhension de la mécanique et du puzzle game. Ça devient quand même un puzzle game. Il y a un peu de chance, ça reste un jeu de dés. Donc on a quand même énormément de dés à brasser. Mais c'est également donc les possibilités avec les armes, entre autres, qu'on va avoir de être capable de mitiger le sort de ces dés-ci. Ça se joue vraiment sur cette map-ci avec les différents combats qu'on va avoir. C'est un jeu qui se joue aussi bien qu'en solo qu'en plusieurs joueurs. Le coopératif fait en sorte que ça se joue très bien. À 4 joueurs, il est peut-être un peu long. Ça fait en sorte que si c'est des gens qui ne sont pas habitués autour de la table, ça peut être long. Si le monde sont habitués, ça peut bien aller quand même. Sinon, l'aide de jeu avec les mots-clés, c'est essentiel dans ce jeu-ci. Donc, c'est une belle ajout qu'on a eu au fil des différentes évolutions du jeu. Bref, ça fait quand même un jeu assez différent de ce qui se fait sur le marché avec les chips de poker, les plateaux en européenne, tous les dés asymétriques. Donc, on a des personnages qui sont asymétriques, des dés aussi de construction qui sont très différents les uns de l'autre. Je pense qu'il y a possibilité d'avoir 21 dés par personnage différent. Bref, ça en fait un jeu qui est un peu unique. Mais il est classé dans le top 50 de BGG, pas pour rien. Ceux qui jouent et qui l'apprécient, je pense qu'ils sont nombreux. Et de l'avoir en français, c'est une très bonne chose, comme je vous dis, parce que tout ça se joue avec un petit deck de cartes, mais les cartes sont... Il y a beaucoup de matériel à l'intérieur, donc ça fait en sorte que c'est une bonne chose de l'avoir en français. Alors, bon, sachez donc que ça s'en vient grâce à Lucky Dog Game, 29 juin sur Game on Tabletop. Alors, je mettrai en lien à la description la possibilité d'aller voir la campagne. Et ça sera disponible en France, en Suisse, en Belgique, je pense, en Europe, en français. Et pour le Canada, ça sera directement sur le site de randolph.ca. Donc, vous pouvez aller sur le site, faire votre achat directement sur Randolph et toutes les contributions seront envoyées à Game on Tabletop pour compiler dans leurs statistiques d'achievement, donc d'atteinte d'objectifs pour les fameux stretch goals et autres goodies qui pourront être disponibles. Bon. Alors, bien hâte de voir comment tout ça va évoluer. Je pense que le succès de la campagne va faire en sorte de savoir si on continue avec la gamme de Chiptary Game. C'est pas des jeux qui sont très très abordables. C'est quand même des pièces de collection, je vais dire. J'irai jusque-là. Le matériel est vraiment particulier. Il est vraiment aussi de haut de gamme. Vous ne serez pas déçus à ce niveau-là. Et le gameplay est quand même intéressant. Il y a beaucoup de rejouabilité. Et il est très différent des autres jeux. Alors, belle suggestion. Donc, mon podcast en compagnie de Martin, on va faire un spécial uniquement sur le jeu. Donc, vous allez pouvoir en savoir un peu plus. Il y aura en lien à la description la possibilité d'avoir des gameplays, donc des parties du jeu. Et ça, c'est mon déballage. Je vous invite à le commenter. Si vous avez des questions, ben, je demanderai à Guillaume ou aux autres de
Lucky Dog Game de compléter les informations si je ne les ai pas. Alors, bonne chance à Lucky Dog Game. Suivez la campagne et en espérant un franc succès. Alors, c'était ma présentation de Too Many Bones qui arrive en français grâce à Lucky Dog Game. Alors, merci tout le monde et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye, à la prochaine.